Voilà un arrêt de la Cour suprême du Canada extrêmement intéressant dont on va parler avec mes deux invités. En fait, les deux sont professeurs de droit, se connaissent bien, ce sont des spécialistes du droit des affaires, des sociétés, et depuis des années ont vu ce droit-là évoluer. Peut-être on le verra avec cet arrêt de la Cour suprême du Canada dans la cause qui nous intéresse aujourd'hui. Maître Paul Martel et Maître Stéphane Rousseau, messieurs, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, est-ce que effectivement on est dans une zone, parce que ça peut avoir l'air très aride et très technique. Or, j'ai l'impression que les juges de la Cour suprême du Canada cette fois-ci ont débattu des arguments amenés par les deux parties, bien sûr, mais ont introduit des éléments qui étaient en arrière-plan, comme par exemple, j'allais dire des éléments à charge morale. La responsabilité des uns par rapport aux autres, même lorsque c'est pas inscrit très nettement dans un contrat. Ce que c'est que la confiance, entre partenaires d'entreprise et où est-ce que ça doit jouer ou pas. Est-ce que j'exagère, Maître Martel, en disant que effectivement on est dans des eaux connues, certes, mais parfois à explorer aussi? Bien, en fait, c'est sûr que c'est toujours des zones connues parce qu'on parle de la bonne foi, du devoir de renseignement, puis c'est pas la première fois que la Cour suprême parle de ça. Mais cette fois-ci, elle précise des contours, elle rentre dans des détails dans lesquels elle n'était jamais allée si loin que ça. Et d'ailleurs, la Cour s'est donné beaucoup de mal pour nous donner une leçon, je dirais, très complète sur le sujet. Et on apprend toutes sortes de nouvelles façons de regarder ça, comme par exemple... Comme faisait remarquer Stéphane, quand la Cour parle du devoir maximaliste. Alors ça c'est une notion qu'on n'avait jamais vu ça comme ça. On savait qu'il y avait des devoirs fiduciaires de loyauté, mais là maintenant, maximaliste, c'est une façon intéressante par opposition à minimaliste. Alors quand tu as un devoir maximaliste, ça veut dire qu'il faut que tu fasses passer les intérêts de l'autre avant les tiens. Tandis que le devoir minimaliste, il faut que tu tiennes compte des intérêts de l'autre, mais tu n'as pas besoin de les faire primer. Et tout dépend de la nature de la relation entre les parties pour déterminer c'est quoi le devoir qui s'applique. Et quand vous avez un devoir maximaliste, vous avez évidemment un devoir d'information qui va avec. Vous avez le devoir de remettre tous les profits que vous allez recevoir. Tout ça aurait pu s'appliquer dans notre dossier. Mais en partant, la Cour a dit non, c'est pas un cas de maximaliste. Et là, on s'aperçoit que même dans des cas d'obligation minimaliste, on peut arriver à des résultats pas mal similaires. Alors, Maître Rousseau, faisons un peu de ménage là-dedans. Effectivement, donc, la Cour suprême écarte une partie de l'analyse qu'on aurait pu faire et revient j'allais dire, aux charges morales, que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, on insiste beaucoup sur la confiance qui existait entre les partenaires minoritaires qui connaissaient leur président depuis longtemps, étaient convaincus que tout le monde travaillait dans leurs avantages, que tout ça. Or, ils ont découvert sur le tard et après la transaction effectuée qu'effectivement, le secret avait été gardé autour de l'intérêt de l'industriel assurance à acheter cette entreprise-là, ce qui les a potentiellement privés d'un profit intéressant. Donc là, on introduit quelque chose qui est peut-être difficile à quantifier, mais la Cour suprême insiste beaucoup là-dessus. Le caractère de confiance né de la relation professionnelle contractuelle. Absolument, vous avez tout à fait raison. Un des éléments clés de l'arrêt, c'était de faire la distinction quant au statut des dirigeants en cause. On ne les attaquait pas en leur qualité de dirigeants pour avoir pris des décisions qui contrevenaient à leurs obligations fiduciaires, c'est ce que la Cour suprême nous dit. C'est pas ça la question. La question, c'est leur conduite vis-à-vis leurs co-contractants et justement leur conduite dans le contexte où ils avaient cette relation de longue date avec leurs co-contractants pour cette entente des présidents qui avait visé à mettre en place un cadre pour régir leurs relations et notamment la gestion des affaires des sociétés dans le but de maximiser la valeur de ces sociétés. Mais là, l'enjeu qui se pose dans ce dossier-là, c'est dans quelle mesure est-ce que bien le contrat, c'est le contrat, et si on est à l'extérieur des dispositions contractuelles, grosso modo, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ici que la Cour suprême dit non, il y a des obligations complémentaires, implicites, il y a des obligations qui sont d'ordre public et qui tournent autour de la bonne foi et qui viennent justement établir une certaine moralité dans les relations contractuelles. Et la Cour ici
vient continuer le travail qu'elle avait amorcé dans des arrêts antérieurs, datant des années 80, pour élaborer une forme de code complémentaire quant à la conduite des parties dans une relation contractuelle. Oui, vous avez employé le mot moral, je vais insister là-dessus pendant 2 secondes. C'est un peu comme si on disait, la parole donnée, que ce soit écrit dans un texte contractuel ou pas, ça vaut quelque chose. Et j'imagine que les juges de la Cour suprême ont eu un drôle de problème sur les bras, parce que comment quantifier ça, comment établir le pourtour de ce qui est dans la parole donnée, dans le respect de l'esprit de la loi, même si c'est pas clair ce que c'est que, par exemple, je sais pas moi, la transparence qu'on attendrait de quelqu'un qui va faire des acquisitions sans le dire à ses actionnaires. C'est pas simple, ça. Non, absolument. Mais en même temps, ce que la Cour nous dit, c'est qu'il y a des limites à cette liberté contractuelle et que si on veut que la liberté contractuelle fonctionne, il y a des règles du jeu de base. Et parmi ces règles du jeu-là, se trouve celle qui veut qu'on ne trompe pas son co-contractant avec différentes manœuvres de type supercherie. C'est un peu là où la Cour se dirige. Là. Tromper même par le silence, parce que dans ce cas-là, c'était ça. On n'a jamais dit qu'il y avait un intérêt d'une tierce partie à acquérir l'entreprise qui aurait pu bonifier les prix ou décider certains actionnaires de ne pas vendre, par exemple, ce qu'ils ont fait en faveur de leur président. Oui, c'est un petit peu plus loin que ça. Semble-t-il même que dans les faits, il aurait menti carrément quand quelqu'un a demandé « Est-ce qu'ils ont un intérêt? » Puis il a dit « Non. » Ça, c'est pire que de cacher le fait qu'il savait qu'il l'avait. Est-ce que cet arrêt-là, et vous parliez du Code civil tout à l'heure, marque une progression dans la définition et distingue ce qui se passe dans les entreprises et les contrats signés au Québec entre partenaires québécois de ce qui se fait ailleurs au pays, par exemple? Est-ce que là-dessus, Maître Martel, on peut voir une distinction? C'est sûr que quand on est au Québec, on a la prédominance de la notion de bonne foi. Ça, c'est carrément marqué dans notre Code civil à 2-3 places. En fait, j'ai même apporté les articles de base du Code civil. On part de là. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Article 6 du Code civil. Ça vient clair. Très tôt, là. Oh, oui, très tôt. Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable, ayant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 6 et 7. Et après ça, l'autre qui est le plus important, c'est 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. Alors ça, c'est les 3 articles de base qui ont introduit en toutes lettres la bonne foi dans le Code. Mais même avant ça, la Cour suprême avait déjà commencé à reconnaître le fait qu'il y avait une obligation de bonne foi en droit québécois dans 2-3 arrêts qui ont précédé le nouveau Code civil. D'ailleurs, ça a aidé justement à mettre ces dispositions dans le Code civil, le fait que la Cour suprême se soit avancée comme ça. Donc, le Québec avec son Code civil, la Cour suprême s'appuie là-dessus en disant la bonne foi, c'est important. Je reviens à ma sous-question. Est-ce que ça joue ailleurs au Canada? Est-ce que dans le common law, on pense la même chose? Ah non, justement, on n'a pas la même approche en common law et ça, c'est l'intérêt de certaines décisions récentes de la Cour suprême, où dans des décisions de common law, la Cour suprême a commencé à introduire la notion de bonne foi, même en faisant référence des fois aux notions civilistes, et ça provoque une énorme réaction au point de vue même des juges de common law qui sont pas d'accord avec cette position-là du tout. Mais tranquillement, on voit que la notion de bonne foi là, a été maintenant introduite même en common law, et tranquillement, ça va s'enligner avec ce qui se passe ici. Alors, Maître Rousseau, revenons à cette histoire, restons au Québec. Le rôle des présidents, parce que c'est une organisation privée, ce sont des entreprises privées avec des actionnaires, et la Cour avait des documents, ceux des ententes contractuelles entre les parties. Est-ce qu'on peut appliquer cette décision, cet arrêt-là, au reste de ce qui se passe ailleurs? Parce que dans le milieu des affaires, des ententes, il peut y en avoir de toutes sortes de formes. Est-ce qu'il y a des règles capitales qui sont réétablies dans cet arrêt-là qui vont faire que les pratiques vont changer chez nous?
Bien, c'est-à-dire que l'obligation de bonne foi, elle s'applique dans tous les contextes, en faisant à chaque fois des adaptations selon les circonstances. Dans cette obligation de bonne foi, on reconnaît une obligation de renseignement, et c'est ici qu'on reconnaît dans la Cour qu'ils auraient dû renseigner les co-contractants de l'existence de cette offre-là, à titre d'exemple. Et donc, oui, ça se transpose dans les autres relations contractuelles, dans la mesure où on vient fixer des balises et indiquer les conduites qui ne devraient pas être envisagées, même si elles ne sont pas régies techniquement par la lettre du contrat lui-même. Au fond, la Cour nous invite, puis elle avait déjà fait dans les arrêts antérieurs, à aller au-delà de la lettre du contrat pour justement identifier des conduites qui sont saines et qui sont celles qu'on souhaite de la part des parties de manière à ce que le contrat atteigne son objectif. C'est quoi? Ben, générer des gains qui sont mutuels. Là, ici, on a détourné un peu le contrat de sa finalité en s'appropriant ces renseignements. Et cet arrêt-là, dans le fond, s'inscrit dans toute une série de décisions qui ont été rendues par les tribunaux au fil des années. Il y en a une qui m'a intéressé en regardant le dossier, qui concerne Hydro-Québec et son partenaire de Terre-Neuve au sujet des ententes sur la vente d'électricité au Québec. Les conditions du marché à l'époque ont fait que c'était une aubaine déjà dans le temps, ça l'est encore plus aujourd'hui évidemment, et Terre-Neuve a tenté devant les tribunaux d'obtenir un nouveau contrat, un meilleur sort. Est-ce que justement, un arrêt comme celui-là vient dire, on va pas aller traficoter dans les chiffres. D'ailleurs, dans la décision, on décide de ne pas rendre les bénéfices générés en faveur des deux coprésidents lors de l'acquisition par Industriel Assurance, mais de donner une compensation. D'ailleurs, le hasard fait qu'elle est équivalente aux bénéfices générés, mais ça, c'est autre chose. Autrement dit, on reconnaît une chose, mais pas forcément l'autre. Maître Rousseau, là-dessus? Sur la position de la Cour à cet égard-là? Oui. Ben, écoutez, je pense que ce que la Cour vient nous dire, c'est, en l'occurrence, les partis, les actionnaires majoritaires, s'ils avaient été informés de cet intérêt d'Industriel Alliance, bien, ils auraient poursuivi cette voie-là et ils auraient pu obtenir une plus-value sur leurs actions. Les présidents, par leur manœuvre, ont privé en quelque sorte les actionnaires majoritaires de cette plus-value-là. L'esprit du contrat, c'est de maximiser la valeur pour les parties. Donc, on a détourné à nouveau la finalité du contrat avec cette manœuvre-là. Et la Cour, il est certain que d'un point de vue civiliste de la recherche de solutions, elle a trouvé une solution en disant, ici, on est en présence d'une faute, et cette faute-là a privé les actionnaires majoritaires d'un gain qu'ils auraient pu réaliser. Donc, plutôt que restituer les profits, ce qui n'était pas une avenue qui était envisageable dans les circonstances d'un point de vue civiliste, on passe par cette voie-là pour rétablir l'équilibre. On obtient le même résultat financier, en tout cas, en passant par un autre chemin. Voilà, bien résumé. Est-ce que, Maître Martel, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on a réintégré ou insisté sur une valeur morale dans l'établissement des contrats et des rapports entre partenaires contractuels. Ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus générale que vous pouvez apercevoir de ce que la Cour pense dans les relations dans le monde des affaires. Autrement dit, on n'est plus juste dans la lecture très technique de contrats. On étend un peu la limite et la protection des partenaires, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Oui, c'est ce dont parle la Cour dans la réponse en particulier, c'est la loyauté contractuelle. Donc, c'est la bonne foi dans l'exécution des contrats. Et une manifestation de ça, c'est l'obligation implicite de renseignement. Donc là, on parle spécifiquement, il aurait dû renseigner. Au lieu d'acheter les actions sans dire on a un acheteur pour 12 millions de plus, on les prend, puis après ça, on les revend tout de suite après. Ça, c'est un manquement à l'obligation de loyauté contractuelle de base. Et en plus, nous dit la Cour, même si c'était pas juste ça, il y a aussi une obligation d'exécuter l'entente conformément aux exigences de la bonne foi. Il dit, vous n'avez pas agi de bonne foi. Et donc, de simple mauvaise foi là-dedans. C'est une contravention à un devoir d'ordre public. On a dit, c'est la bonne foi qui doit primer. Et cette obligation-là d'agir de bonne foi, la Cour nous explique, puis ça c'est nouveau aussi, elle nous dit qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension proactive, puis il y a une dimension prohibitive.
Alors, ça j'ai trouvé ça remarquable. On va retenir ça de cet arrêt-là, certainement. La dimension prohibitive, c'est s'abstenir d'exécuter le contrat d'une manière malhonnête. Donc, c'est une des choses qu'on va reprocher au président d'avoir fait. Par contre, la dimension proactive, c'est que ça commande à une partie de prendre en compte les intérêts des autres en leur fournissant les renseignements pertinents à l'exécution de leurs prestations et la facilité. Donc, 2 facettes d'obligation de bonne foi. Et ça, c'est nouveau là, que la Cour ajoute ça. C'est donc, dans toutes les relations contractuelles, vous allez avoir maintenant ces commandements-là qui vont s'adresser aux parties. Est-ce qu'on peut déjà, évidemment tout ça est relativement récent, mais voir que beaucoup de gens dans les milieux d'affaires ont lu ou se sont fait lire et expliquer l'arrêt de la Cour suprême du Canada, disent « Oh, on va peut-être commencer à changer notre façon de procéder. Nos contrats, ils sont corrects, ils sont déjà vérifiés. C'est juste la façon dont on les exécute qui est pas toujours à la hauteur de nos valeurs, disons ça comme ça. » Est-ce qu'on a pu voir déjà des changements, Maître Rousseau? Je dirais que c'est une mise en garde puis un rappel important que la Cour a fait dans cet arrêt. Je dirais que les bonnes pratiques devraient refléter déjà ce que la Cour a mentionné dans son arrêt. Et je fais un parallèle avec les sociétés cotées en bourse. Ce qu'on a vu dans la réponse, ça s'appellerait un délit d'initié, carrément. Et là, la Cour suprême vient avec des techniques de droit civil parce que on n'est pas soumis à la réglementation des marchés financiers, arriver au même résultat, c'est-à-dire sanctionner une situation où, de par notre position, on s'approprie une information qu'on pourrait qualifier de privilégiée pour réaliser un gain au détriment d'autrui. Donc là, tout à l'heure, on parlait de morale. Ouais. Au fond, on la voit, cette morale-là, elle existe à la fois dans le droit privé, puis dans la réglementation plus spécialisée. Donc, en ce sens-là, on peut dire que les bonnes pratiques feraient en sorte qu'on devrait éviter là, de s'approprier des renseignements comme ceux-là pour réaliser un gain malhonnête, c'est ce que la Cour nous dit. Les dossiers de délit d'initié, c'est des choses avec lesquelles on est assez familier parce que lorsque ça arrive dans le milieu des affaires, d'ailleurs, c'est souvent des grosses entreprises, on parle de sommes phénoménales, etc. Donc, ça fait beaucoup de fumée pour certains feux d'importance. Est-ce que on peut présumer que même pour les sociétés qui sont pas en bourse, donc pas régies par les mêmes critères, effectivement, là, on a un cas patent d'une entreprise de taille moyenne, disons, acquise par une plus grosse et au bénéfice des 2 coprésidents trop discrets pour en informer leurs partenaires. Mais est-ce que, effectivement, il y avait là un guêpier et qu'on a réussi à pointer du doigt, attention, on est dans des zones dangereuses sans le savoir? Certainement. En même temps, même dans notre Code civil, à l'article 323 du Code civil, on impose aux administrateurs, puis aux mandataires également dans d'autres dispositions du Code, une obligation, s'ils veulent utiliser de l'information qui appartient à la société, d'obtenir l'autorisation des actionnaires. Donc, ici, on n'a pas abordé cette dimension-là dans l'arrêt, mais on voit déjà que même dans des petites et moyennes entreprises, si on est un dirigeant, on peut pas faire n'importe quoi avec l'information à laquelle on a accès. Et là, la Cour ajoute une dimension dans un contexte contractuel, de dire de la même manière, faites attention parce que la bonne foi vous impose des limites et des façons de faire. Maître Martel, vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'il y avait des éléments neufs, en tout cas qu'on ne voyait pas d'habitude évoqués dans cet arrêt de la Cour suprême. Quelle est la charge pédagogique d'une décision comme celle-là? Est-ce que c'est au moins aussi important? Probablement que les juges diraient oui, c'est pour ça qu'on travaille, pas juste pour régler le cas d'une cause-là et des personnes qui se retrouvent devant nous, mais des cas similaires ou semblables dans l'ensemble de la société. C'est la valeur pédagogique est importante pour le tribunal. Oui, en fait, c'est très important parce que ça précise justement les contours de ces obligations-là. On sait qu'il y a une obligation de bonne foi, on sait qu'il y a une obligation de renseignement. Oui, mais quand, à quel degré, puis tout ça. Là, on a presque une feuille de route là, que la Cour suprême nous donne. Avec toutes sortes d'indices. Est-ce que c'est une obligation maximaliste, minimaliste? Est-ce que c'est un contrat coopération ou un contrat alliance? C'est quel type de contrat que vous avez? Puis, là, ça vient de créer une obligation de renseignement. Toutes sortes de choses qu'on ne savait pas avant. Une chose que tout le monde a retenue, puis d'ailleurs, j'ai vu ça déjà cité dans deux, trois causes depuis la réponse, c'est le paragraphe 70. Ça a vraiment été fait pour être cité, ça. La bonne foi en droit civil québécois, pleinement reconnue par les arrêts, etc., est aujourd'hui une norme législative d'ordre public. Elle irrigue tout contrat, comme si une clause y pourvoyait.
la bonne foi irrigue tout contrat. Maintenant, c'est ça que les juges vont citer, puis c'est ça que tout le monde va retenir. Et donc, ça risque d'encourager, j'allais dire, des gens qui hésitaient peut-être devant l'incertitude quant au succès de leur démarche, de se lancer dans des poursuites et en disant, non, écoutez, la bonne foi, ça veut dire quelque chose, même si les cadres sont difficiles à définir. On est dedans ou on est dehors, la mauvaise foi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on peut imaginer que ça va non seulement générer des lectures, mais aussi des démarches, même si ça, c'est sûrement trop tôt pour l'apprécier. Il est difficile de juger. Effectivement, on a déjà des décisions au Québec qui citent la réponse et les passages que Paul évoquait. Et c'est dire que ça va faire son chemin du côté des avocats, tant en litige, mais aussi du côté contractuel pour s'assurer de mieux baliser les rapports contractuels puis faire en sorte que on clarifie peut-être les attentes. Parce que là, on était aussi dans une relation à très long terme, de confiance. Et la Cour nous dit, la bonne foi, ça sert un peu à combler des lacunes qu'on pourrait avoir laissées, là. On le répétera jamais assez, la Cour suprême du Canada doit gérer un système bicéphale. Il y a le Code civil pour ce qui est du Québec et le Common Law pour le reste du pays. Et ces juges proviennent des deux modes, des deux juridictions. Est-ce que ça se sent, ça, dans le texte? Et est-ce que vous sentez aussi peut-être les tensions qu'il y a pu avoir? Vous disiez tout à l'heure, Maître Martel, que dans le Common Law, ce principe moral-là qui est introduit ou développé dans l'arrêt de la Cour suprême, c'est pas très fréquent, puis ça passe pas toujours bien partout. Est-ce qu'on a senti ça chez les juges qui ont donné cet accord très solide, là? Il y a à part une ou deux nuances en opposition, mais pour le reste, c'est une adhésion totale au rejet des prétentions des deux présidents. Dans la réponse, il n'y a aucun problème. On était vraiment unanime, là. Mais c'est pas la même histoire quand la Cour suprême, en 2014, a rendu sa décision dans l'affaire Bazine. C'est là que la Cour suprême a décidé d'introduire en common law ce qu'il appelle un General Organizing Principle, l'obligation de bonne foi dans l'exécution contractuelle. Quelque chose qui avait jamais été dit puis mis en common law. La Cour suprême a dit ça, là, c'est un guiding principle. Puis en plus de ça, il y a un common law duty qu'on a précisé aussi dans cet arrêt-là. Act honestly in the performance of contractual obligations. Donc, au devoir d'agir honnêtement. En d'autres termes, ça, c'est un arrêt qui disait qu'il fallait pas mentir. Alors, ça semble un peu élémentaire, mais c'était pas dit comme ça. Hein? C'était pas du tout élémentaire. C'était un coup de tonnerre, en fait, que des juges de la Cour suprême disent ça. Et puis, tout de suite, les juges minoritaires de Common Law étaient très, très, très réfractaires à ça. Puis après ça, la Cour suprême est revenue à la charge une couple de fois pour réitérer ces principes-là. Ben, à chaque fois, on voit la résistance. Mais maintenant, c'est fait. La brèche a été créée. Et donc, c'est pas vrai de dire ici, il y a la bonne foi, puis aussitôt qu'on sort des limites du Québec, ça n'existe plus. Là, maintenant, ils sont obligés d'en tenir compte aussi. Et c'est bien plus leurs habitudes qui vont changer que les nôtres. Oui, donc ça a beau être bicéphale. Pendant longtemps, il y avait une tête qui pesait plus lourd que l'autre dans le plateau. Mais aujourd'hui, cet équilibre-là se rétablit. C'est votre avis aussi, Maître Rousseau? Oui, absolument. Et c'est très évocateur que le juge qui a rendu l'arrêt pour la Cour suprême, c'est le juge Nicolas Casirère, qui, avant d'être à la Cour d'appel du Québec, était professeur de droit civil et de common law à l'Université McGill, donc formé dans les deux systèmes, donc capable de faire cette synthèse entre les deux systèmes juridiques. Et on voit, comme Paul le mentionne, cette volonté là d'uniformiser en quelque sorte là, ces pratiques et cette morale contractuelle. Donc, lorsque M. Wagner, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, dit que c'est un défi, mais c'est un avantage d'avoir ce système à deux modes, deux bicéphales, je disais tout à l'heure, parce que ça pose des contraintes, oui, mais ça peut donner des leçons l'un à l'autre et vice-versa. Absolument. Puis nous, on le voit dans notre domaine de spécialité en droit des sociétés. Le droit civil se nourrit de la common law pour construire les devoirs puis les interpréter. Et on peut voir maintenant en droit civil qu'il y a eu cet effet petit à petit avec la bonne foi qui a traversé pour se diriger du côté de la common law également. Oui, la Cour suprême fait ça aussi dans le domaine de la rectification. C'est une notion sur rectification, une notion de common law, mais aussi au Québec, ils ont décidé qu'on pouvait aussi donner au tribunal le pouvoir de rectifier, de corriger un contrat. C'était basé sur des principes différents, mais la Cour suprême est allée réunir ces principes-là pour dire, regardez, finalement, on parle de choses différentes, mais on dit la même chose.
Et ça, c'est le juge Casirel encore. Et ça n'est pas se substituer au législateur, mais compléter le travail qui a peut-être pas été mené jusqu'au bout, c'est votre lecture? Ben, le législateur rentre pas dans tous les détails, surtout en common law. Le législateur est pas tellement là. C'est la jurisprudence qui fait la loi là-bas. Oui. Et donc, le fait de préciser ce qui est déjà dans le texte pour ce qui est du Québec ou dans l'esprit de la loi, ça fait partie des prérogatives qu'utilise de plus en plus la Cour suprême. Finalement, c'est un peu ce que je comprends. On élargit les limites. Des mots qui existaient, on leur donne un nouveau sens ou une nouvelle utilisation, y compris une charge morale. Donc, c'est extrêmement intéressant. On est dans une période de transformation, c'est jamais très rapide, mais très intéressante, hein? Oui, tout à fait. D'évolution, je dirais, de notre droit. Puis ici, c'est un jalon quand même notable à cet égard-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir exploré ça avec nous. Maître Paul Martel et Maître Stéphane Rousseau étaient nos invités pour cet arrêt sur le droit à la suite de cette décision extrêmement intéressante de la Cour suprême du Canada. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.